derniers intervenants, d'abord d'avoir respecté, mais vraiment à la minute près, le timing, ça c'est déjà en soi formidable. Et donc, eh bien, on a prévu un temps assez long de débat, donc on a une vingtaine de minutes pour pouvoir discuter. Alors, je vous invite vraiment à poser tout. Enfin, voilà, j'invite les étudiants, les autres doctorants, postdocs, les profs aussi, hein, voilà, évidemment, mais dire, je souhaiterais que les étudiants ne se censurent pas, ne se sentent pas intimidés, ou voilà, on sait ce que c'est. Hein, et posent toutes les questions qu'ils ont envie de poser sur ces présentations. Voilà, toutes les questions sont valables. Donc, la séance est ouverte. Si certains veulent amorcer, favoriser. Est-ce que pour vous, une thèse, c'est ça? C'est quelque chose? Je vois qui opine du chef, excusez-moi. Exprimez-vous. Moi, je n'ai pas été spécialisé, je m'attendais plus ou moins à ce genre de présentation. Il y en a une déjà qu'on avait déjà bien aperçue de M. Amoroso, une présentation au premier quadrimestre. Un petit peu mon goût. Nicolas, t'avais grillé tes cartouches. Mais oui, je m'attendais plus ou moins à ce genre de travail. Ce que je vois, c'est que enfin, niveau incal, du coup, c'est très varié, parce qu'on a eu des choses plus antiques, des choses plus modernes. Enfin, le XVIIe siècle, je le considère moderne par rapport à l'Antiquité. C'est la période moderne, en effet. Voilà, c'est varié, comme vous avez dit au début. Niveau recherche. Oui. Bonjour, moi je voudrais donner une cartouche de plus à Nicolas Amoroso, parce que je sais qu'il est en co-tutelle avec Marie-Cécile Bruvier qui s'occupe du musée de Marimont, et je voudrais savoir ce que t'apporte le fait d'avoir des liens avec ce genre d'institut pour la réalisation de ta thèse, et puis aussi en termes de centre d'intérêt, voilà. Ça m'apporte beaucoup de choses, en effet. De par le sujet, en fait, on a prolongé l'expérience du mémoire, parce que M. Cavalieri et Mme Druvier étaient déjà mes promoteurs de mémoire. Et en effet, elle étant aussi directrice du musée de Marimont, ça me permet, parce qu'il y a un aspect que je n'ai pas eu le temps d'aborder dans la présentation, c'est le contact et les échanges avec de nombreux musées européens, et la collaboration, donc échange d'images, de données. Et un de mes objectifs justement sera, à la fin de la thèse, de rendre accessible online cette base de données, parce que dans la plupart des cas, pas mal de petits musées ne mesurent pas toujours l'intérêt de ces objets, mais du moins ce qu'on peut en tirer comme information. Donc en effet, cette collaboration avec Marie-Cécile Bruvier, qui elle-même connaît beaucoup de monde dans les milieux muséaux belges et pas uniquement, donc ça m'apporte en effet cette possibilité de collaborer avec d'autres institutions italiennes, belges, françaises, allemandes, majoritairement. Voilà, c'est ce que je peux dire. Parce que donc on peut avoir deux promoteurs pour sa thèse, pour le mémoire aussi, d'ailleurs, mais pour la thèse. Il y avait une autre question? Oui. J'aurais voulu savoir en fait pour les 4 doctorants qui ont présenté à quel stade d'avancement ils en sont dans leur thèse, donc déjà en nombre d'années peut-être, et aussi à quel stade ils jugent qu'ils sont peut-être encore à l'élaboration plutôt d'une base de données ou d'hypothèses de travail, ou lesquels sont déjà vraiment proches de la remise et ont déjà vraiment une très bonne idée de leurs conclusions. Juste pour avoir un peu une idée par rapport aux présentations. Je vais laisser répondre. Donc moi je suis dans ma 5e année, mais je suis assistant, donc j'ai droit à enfin, en fait 3, parce que si on coupe en 2, la moitié du temps est consacré à l'encadrement et au cours. Et oui, à ce stade, en fait, j'ai terminé, je travaille un peu sur plusieurs choses en même temps, donc ma base de données n'est pas encore complète, mais j'ai déjà commencé à rédiger certains chapitres à partir du moment où j'avais terminé l'étude d'ensemble bien précis que j'ai montré notamment tout à l'heure sur la carte. Et donc je vais rentrer à partir de cet été dans une grande phase j'ai encore quelques musées à aller voir, et puis je rentre dans une grande phase de rédaction pour terminer, on l'espère, en 2018. Voilà.
On va le mettre dans une pièce tout seul, on va l'enlever. On va le rechercher. Lauriane. Ah oui, voilà. Je suis en 5e année et c'est la dernière. Donc normalement je soutiens en juin, donc il y a déjà tout qui est rédigé. Ouais, donc c'est vraiment... J'ai fait 5 ans parce que j'ai fait 4 ans sur ton propre. Et 5 ans, ça va pour une thèse. Oui, de toute façon on n'est pas ici pour juger, ça va pas. Chacun a son parcours qui lui est propre et c'est bien ainsi. Donc voilà. Mais enfin c'est pour ça que tu as pu présenter des résultats aussi. Oui. Hein, c'est clairement, il y a des Et l'année résultats. dernière, je pense que j'aurais pas eu de résultats. Ces résultats-là. Oui, c'était pas du tout pour avoir une idée en termes de temps, c'était plutôt pour savoir à quel stade ils en étaient dans le projet, quoi. Pour avoir une idée par rapport à la présentation. Et Thérèse? Oui, contrairement aux 2 doctorants précédents, donc moi j'en suis encore au tout début. Donc par rapport à ma méthodologie, on va dire que la première étape, donc les jalons théoriques et conceptuels, c'est plus ou moins terminé, mais voilà, c'est aussi grâce à mon mémoire précédent. Donc ma thèse s'inscrit vraiment dans la continuité donc, de ce mémoire, donc voilà, ça nourrit également donc, cette première étape. Et voilà, je vais commencer l'étape avec la réalisation des 2 outils méthodologiques que j'ai présentés, mais voilà, c'est encore les prémices, on va dire. Voilà. Élise? Oui, moi je suis donc au milieu de ma 3e année de thèse. Où est-ce que j'en suis dans la réalisation effective des résultats? Disons qu'à ce stade, j'ai pu déjà rassembler une bonne partie de mon corpus et tester pas mal d'hypothèses de recherche, notamment dans le cadre de publication, de communication. Maintenant, l'objectif, ce serait de commencer à rédiger et en parallèle d'affiner vraiment ces premières pistes, ces premiers résultats d'analyse pour la thèse finale. Voilà. Mais en tout cas, je trouve que au-delà de la question où ils en sont, c'était assez représentatif aussi des différents contextes dans lesquels on peut faire une thèse ce matin, parce que Nicolas est assistant, Lauriane, tu as fait une grande partie de ta thèse sur fonds propres, Thérèse, tu es fraîche. On se rend compte que vraiment... Donc elle a un mandat en fait du FNRS, une bourse de doctorale dite fraîche, le mandat fraîche, voilà. Et Lise, donc tu es aspirante FNRS. Voilà, donc c'est vraiment une grande variété, donc oui, tout est possible, après ça dépend de beaucoup de paramètres voilà, pour déterminer quel est le meilleur contexte, ou le contexte possible aussi pour développer ces projets. Et en tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, quel que soit le stade auquel ils en sont, eh bien, ils ont pu présenter quelque chose. C'est rassurant. Moi, j'avais une question pour Lauriane. Je trouvais assez frappant dans ce que tu as présenté, dans ton sujet, finalement, la dimension linguistique. Et donc j'ai précisé, non, parce que tout à l'heure, c'est juste pour voilà, attirer l'attention sur un élément, je trouve important aussi. Tout à l'heure j'ai présenté un CAL en disant, voilà, en un CAL il y a donc histoire de l'art, littérature. J'ai dit, les linguistes sont dans un autre institut. Oui, ça c'est la théorie, quoi. En fait, quand on regarde de près les sujets de recherche, il est quand même plus que fréquent de faire appel à des tas d'autres disciplines et qui sortent de l'Institut. Donc là, en l'occurrence, c'est des éléments de linguistique, mais je pense que dès qu'on travaille sur des langues anciennes, c'est obligatoire. Voilà. Mais je veux dire, Lise, je pense qu'il y a une dimension d'anthropologie aussi assez importante. Je connais moins les autres sujets, mais voilà, il y a des tas de sorties, d'ouvertures possibles et même souhaitables. Donc on n'est pas là à travailler juste en vase clos entre nous, ce qui reflète assez bien finalement les mouvements actuels, disciplinaires, où finalement toutes ces frontières bougent et où on emprunte énormément d'outils et de méthodologies à d'autres disciplines, ce qui à un moment donné pourrait se traduire par des modifications dans
dans les enseignements qu'on donnera, quoi. Voilà, c'est ça qui est assez formidable. Donc voilà, n'est-ce pas Aline? Nous allons modifier prochainement notre cours d'histoire de l'humanisme à la lumière d'un projet sur la scolastique. Ben oui. Non mais je veux dire, c'est un exemple vraiment très concret, et il y en a plein d'autres comme ça, et on va épuiser des tas de choses ailleurs. Moi j'ai une question. Oui, Nicolas et Thérèse, vous avez expliqué qu'il y a un lien assez fort entre votre mémoire et le doctorat. Est-ce que c'est le cas aussi pour Lauriane et Lise, ou c'est vraiment vous êtes partis dans des directions complètement différentes? C'est assez différent en ce qui me concerne, dans le sens où j'ai changé de période et d'objet. Donc mon sujet de mémoire portait sur l'ivoire au Moyen-Âge. Oui, j'ai fait un autre mémoire en restauration-conservation du patrimoine immobilier. Donc ici, je suis arrivée au XVIIe siècle sur la statuaire mariale. Maintenant, ce qui est une constante, c'est aussi, dans mes objets d'études, c'est de faire plutôt ce lien entre l'objet très matériel, formel aussi, et la société qui l'utilise. Donc c'est plutôt de manière assez globale, peut-être le lien que je trace par rapport à ces différents centres d'intérêt, mais c'est évolutif, oui. Pour mon mémoire, je travaillais déjà sur la Pisidie. C'était déjà un sujet en onomastique, donc je faisais de l'anthroponymie, donc l'étude des noms de personnes. Et donc là, j'ai changé un peu de branche, mais c'est toujours dans l'onomastique. Par contre, là, je suis obligée de travailler plus la partie historique parce que je suis en co-tutelle à l'université de Franche-Comté pour un doctorat en histoire. Donc il y a la dimension historique qui est plus étudiée. Et comme c'est de la toponymie, contrairement à l'anthroponymie, je suis obligée d'étudier beaucoup la géographie et la topographie, ce qui n'était pas le cas pour l'anthroponymie. Voilà, donc c'est quand même continuité, mais voilà, avec un léger déplacement. Mais c'est vrai qu'on voit souvent quand même une certaine continuité, au moins de période. Lise, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu évoques aussi, le fait finalement que la continuité, elle est quand même là sur le type d'approche, sur la méthodologie, sur la manière de considérer l'objet d'étude. Voilà, donc on peut changer de période, on peut changer d'objet, on peut changer de promoteur aussi. Non, mais oui, on n'est pas un féodé. Mais en gardant des questionnements qui nous intéressent particulièrement, et qu'on peut appliquer dans d'autres domaines ou d'autres domaines. Tous les doctorants ne sont pas obligés de répondre, sinon ce sera un peu long, mais moi je me demande au niveau de votre expérience en termes d'évolution de votre sujet, depuis la formation de votre projet jusqu'à où vous en êtes maintenant, quelles ont été les difficultés? Est-ce que les résultats vous ont surpris? Est-ce que vous avez fait fausse route par moment? Voilà, quelle a été un peu l'évolution? Qui veut répondre? Je pense que tous les doctorants pourraient répondre collectivement. Qui veut répondre? Donc la question c'est, est-ce que ça a changé depuis le début? Oui, les difficultés auxquelles tu as été confrontée. Oula, alors les difficultés, ça serait trop long. Non, on n'est pas ici pour les décourager. Hein. En fait, au début, mon sujet c'était juste la toponymie uniquement de la Pisidie. Après, le sujet a dû être élargi parce que j'ai 2 promoteurs et un copromoteur, donc j'ai en gros 3 promoteurs, donc chacun a élargi le sujet. Et donc après je me suis retrouvée à travailler sur la toponymie et la géographie historique de la Pisidie et de la Pamphylie. Et après
le sujet était réduit après l'épreuve de confirmation. Donc après, on a retiré une des 2 régions sur laquelle je travaillais, et après, finalement, on s'est rendu compte qu'on avait rajouté géographie historique pour l'université avec laquelle je suis en co-tutelle, et on s'est rendu compte que comme j'avais pas la formation d'historienne, ben, ça n'allait pas. Et donc on a retiré la géographie historique et on a rajouté l'économie. Donc ça change. Mais je pense que c'est assez représentatif de ce que peut être un parcours de doctorat. Par contre, on a de la chance en Belgique d'avoir l'épreuve de confirmation. Et ça remet les choses en place au bout de 2 ans, alors qu'en France, on pourrait avoir des surprises le jour de la soutenance. Donc l'épreuve de confirmation, c'est en fait au bout de 2 ans de thèse, en gros, vous faites le point, le doctorant doit présenter devant son comité d'accompagnement l'état d'avancement de ses recherches. Et puis on peut présenter un plan de thèse, on peut présenter déjà un chapitre, on peut présenter... voilà. Mais c'est vraiment une occasion, je pense, tout à fait fabuleuse, même si les doctorants ne vivent pas toujours très bien, mais bon, voilà. En effet, il vaut mieux que ce soit là qu'à la soutenance. Mais c'est une occasion vraiment exceptionnelle, je pense, qu'il aurait offert de rectifier avant que ça aille mal, quoi, voilà. Mais c'est souvent le moment, en effet, où on va réduire, par exemple, le sujet, parce qu'au début, on avance en étant, et puis là, on se retrouve avec un truc comme ça, la gigantesque, on ne sait pas quoi en faire, ni comment le manipuler. Et là, voilà, les prises de confirmation, on réduit, on modifie la méthodologie, on réoriente, voilà, donc c'est un élément vraiment, enfin, c'est une étape obligatoire du parcours doctoral, et c'est une étape vraiment très importante, et je pense très efficace pour aboutir déjà à la thèse, vraiment, que la thèse aboutisse quand même au bout de 4 ou 5 ou 6 ans, mais voilà, qu'elle aboutisse. Et puis faire en sorte que le doctorant ne soit pas perdu au milieu de sa matière, son corpus voilà, gigantesque dans lequel en général on est, parce qu'un corpus de thèse, souvent c'est assez conséquent. Voilà. Et puis les doctorants sont gourmands, j'ai remarqué. Ils aiment bien prendre, ils sont gourmands, curieux, c'est ce qu'on leur demande. Hein. Et donc ils vont beaucoup chercher, ils rassemblent beaucoup de choses, et puis là ils se disent comment je fais avec tout ça. Donc l'épreuve de confirmation est là pour recadrer les choses intimement. Je ne sais pas s'il y en a qui vont intervenir sur le parcours de thèse. J'aimerais bien, mais ça va être peut-être un peu d'érudite, mais oui, effectivement, cet aspect du corpus, c'est quelque chose qui, je pense, varie chez beaucoup d'entre nous, puisqu'on cible quelque chose au départ, et c'est une fois qu'on commence vraiment à rassembler toutes ces sources qu'on se rend compte qu'elles peuvent être trop nombreuses, variées en ce qui me concerne aussi. Voilà, il y a des ajustements et effectivement une nécessité de réduire un peu le nombre de cas étudiés, par exemple. Après, en ce qui me concerne, c'est aussi vraiment en me plongeant dans le sujet et en essayant de confronter toutes ces questions à mes objets, que je me suis rendu compte aussi de certaines limites au niveau de l'interprétation de mes sources. Voilà, au départ, je m'intéressais beaucoup à la mise en scène, par exemple, dans l'environnement matériel de la statue. Maintenant, je me suis rendu compte aussi que la plupart de ces environnements ne sont pas conservés en l'état. Beaucoup de choses ont été modifiées, ont disparu. Et peu à peu, j'ai aussi redirigé mes questionnements vers cette question des représentations. Donc plutôt voir comment ces éléments étaient mis en scène à l'époque dans les documents iconographiques et dans les textes. Donc ça, par exemple, c'est peut-être un revirement de questions ou d'approche qui était significatif pour moi. Voilà. Qui a été guidé par la recherche même, en fait, voilà, par la réalité des matériaux. C'est ça. Voilà. Bah, écoutez, je vous propose qu'on fasse une pause maintenant, tranquillement. Donc on va dans la salle là-bas où il y a le plateau. Et on reprend à 11h30 voilà, pour nos